Dans ce monde, les arts martiaux ne se limitent pas aux poings et aux épées. C'est l'art en lui-même qui compte. On appelle ça les techniques du pinceau. Tu canalises ton énergie dans un pinceau et tu donnes vie aux peintures. Chaque faction a son propre style. Les groupes orthodoxes et hétérodoxes ont passé des générations à perfectionner leurs techniques uniques. Selon ce que tu mélanges à l'encre, les formes changent du tout au tout. Les mecs matérialisent de tout, des vagues aux arbres, tous à s'entrechoquant pour former un immense monde martial. Ils appellent ça le monde de Warim. En ce moment, un tournoi majeur bat son plein, et ces gars-là n'y vont pas de main morte. L'un des combattants pense avoir le dessus et se fout ouvertement du niveau de son adversaire. Mais dans un duel comme celui-ci, un simple coup de pinceau peut être plus mortel qu'une lame. Son adversaire n'est pas du tout impressionné. Elle est prête à réduire son arrogance en cendres. D'un coup de poignet, elle commence à peindre un chef-d'œuvre mortel. Le mec riposte avec un combo, faisant voler l'encre partout comme de l'acier tranchant. Elle saute en l'air et lâche une technique de lotus de flammes explosifs. L'arène explose dans une gigantesque éruption de chaleur et d'encre. Loin au-dessus de l'arène, l'élite regarde le spectacle avec des visages de marbre. Parmi eux se trouve un jeune larbin nommé Muyong, et il est complètement hypnotisé. Il n'a jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. Il observe comment Hong Shao superpose le pourpre sur l'eau pour matérialiser ses flammes. Et puis il y a Galen Won, qui utilise des coups de pinceau secs et rugueux pour un bord plus tranchant. Chaque mouvement est une leçon, et Muyong absorbe absolument chaque détail. Il est tellement concentré que ses mains commencent à bouger toutes seules, traçant les techniques dans le vide. Il rêve de se tenir sur cette scène un jour et de montrer son propre style au monde entier. Tu fous quoi, sale esclave de merde? Le rêve est brisé par un hurlement. C'est son maître, le patriarche du clan Wang. Le chef du clan Wang hurle sur Muyong pour avoir négligé ses corvées. Il lui aboie d'arrêter de mater le match et de se concentrer sur son boulot. Servir le thé. Muyong se dépêche de verser le thé, s'excusant pendant que le vieux le traite de minable. Il baisse les yeux, honteux de s'être encore laissé distraire. Le patriarche l'ignore et se tourne vers le mec assis à côté de lui. Il dit au jeune homme que l'année prochaine, c'est lui qui devra être sur cette scène. C'est Wang Yongbaek, le puissant leader du clan céleste Yao Wang. Et celui à qui il parle n'est autre que son héritier, le jeune patriarche Wang HW. Muyong regarde HW, le mec qui a tout ce dont lui-même rêve. HW est l'héritier légitime, celui qui porte les attentes de toute la faction orthodoxe sur ses épaules. C'est un prodige censé éclipser tout le monde au prochain tournoi. En le regardant, Muyong ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Plus tard cette nuit-là, alors que le reste du domaine est silencieux, Muyong est dans sa chambre, en train d'examiner ses propres œuvres secrètes. Il ne fait pas que regarder, il s'entraîne, mais c'est lui-même son pire critique. Rien de tout ça ne lui semble encore parfait. Il décide qu'il doit étudier la pression du pinceau qu'il a observé lors des duels d'aujourd'hui. Soudain, une voix crie depuis l'extérieur, lui ordonnant d'aller nettoyer la bibliothèque. Paniqué, Muyong commence à ramasser tous ses dessins secrets. Il les fourre dans une cachette aussi vite qu'il peut, le cœur battant à la chamade. Il arrive à la bibliothèque juste à temps et lâche un long soupir de soulagement. Muyong finit de ranger les étagères, mais un truc attire son regard. C'est un pinceau qui a l'air taillé dans du jade blanc. C'est le plus grand trésor du clan Wang. Il ne peut s'empêcher de se demander ce que ça ferait de balancer une technique avec un outil légendaire comme celui-là. Soudain, une voix résonne tout près, et Muyong manque de faire une crise cardiaque. Ça ressemble à la voix de son maître, et il n'est clairement pas de bonne humeur. Muyong colle son oreille à la porte, se demandant ce qui a bien pu mettre le patriarche dans une rage pareille. À l'intérieur, le maître passe un savon à quelqu'un, disant que sa technique est sans défaut mais manque cruellement de créativité. Il hurle que son jeu de pinceau n'est rien de plus qu'une imitation parfaite d'Emmanuel. S'il se pointe au tournoi comme ça, il finira par être la risée du monde martial. Le mec qui s'en prend plein la gueule, c'est HW, et il ne peut rien faire d'autre que baisser la tête et s'excuser. Le vieux lâche un soupir, sa colère retombant doucement. Il s'excuse d'avoir haussé le ton et dit au jeune maître de ne pas le prendre à cœur. Il dit à HW de poser le pinceau et d'aller se reposer pour la journée. Dehors, Muyong est sur le cul. Il n'aurait jamais cru que le patriarche serait aussi dur envers le talent de HW. Sa curiosité finit par prendre le dessus. Il veut vraiment savoir quel genre de dessin a pu déclencher une telle réaction. Il n'arrête pas d'y penser. Qu'est-ce que HW a bien pu peindre? Il attend d'être sûr que la pièce est vide avant de poser la main sur la poignée. Il se glisse discrètement à l'intérieur, vérifiant les ombres pour s'assurer qu'il est vraiment seul. Comme il le pensait, le maître a déjà quitté les lieux. Muyong s'approche doucement du bureau, ses yeux se posant sur la toile laissée là. Il fixe la peinture représentant des vagues déchaînées. Pour lui, on dirait un putain de chef-d'œuvre à couper le souffle. Il l'examine de près, essayant de trouver le défaut dont parlait le maître. Mais là, un truc commence à le chagriner. Certaines parties du dessin lui semblent beaucoup trop familières. Il capte que ce ne sont pas des coups de pinceau originaux. C'est exactement ce qui est écrit dans les bouquins d'entraînement du clan. Il connaît ses manuels par cœur vu qu'il passe sa vie à nettoyer la bibliothèque. Il sait bien que tout le monde commence par copier, mais là, c'est différent. C'est comme si HW avait juste copié-collé les traits directs des bouquins sur le papier. Il n'y a aucune âme là-dedans, aucune touche personnelle. Muyong commence à imaginer comment il aurait manié le pinceau pour rendre ses vagues plus vivantes. T'en penses quoi? Demande soudain une voix juste derrière lui.
Muyong se fige, son cœur s'arrête net en voyant HW planté là. Il manque de tomber à la renverse sous le choc, bafouillant des excuses au jeune maître. Il se jette au sol, suppliant qu'on lui pardonne son effronterie. Il jure qu'il ne pensait pas à mal et qu'il n'aurait jamais dû regarder l'œuvre sans permission. HW le regarde de haut avec une expression indéchiffrable et répète sa question. Muyong garde la tête baissée, insistant sur le fait qu'un minable esclave comme lui n'a pas le droit de juger un tel chef-d'œuvre. HW lui fait remarquer que ça fait 10 ans que Muyong a commencé à le servir. Il se souvient comment Muyong se battait toujours pour être celui qui servirait les officiels lors des grands tournois. Il s'était toujours dit que Muyong voulait juste avoir la meilleure place pour mater les combats. Mais il a remarqué comment les yeux de Muyong s'illuminaient à chaque fois que les pinceaux commençaient à bouger. Il a même vu les lèvres de Muyong remuer, comme s'il récitait les techniques pour lui-même. Muyong commence à suer à grosses gouttes, réalisant qu'il a peut-être été beaucoup trop grillé. HW fixe Muyong de haut, le regard imperturbable, attendant une réponse. Muyong ne sait plus où se mettre. Son cerveau tourne à 1000 à l'heure pour trouver une réponse sûre. Il plaque son front contre le sol, la voix tremblante alors qu'il se prépare à dire la vérité. Il réussit enfin à murmurer que bien que l'œuvre soit parfaite, elle manque de la propre présence du jeune maître. HW penche la tête, répétant le mot comme pour en saisir le sens dans ce contexte. Muyong explique que même avec un tel talent, il ne ressent pas l'âme de l'artiste derrière les coups de pinceau. Pour lui, même la ligne la plus simple sur une page doit être imprégnée d'un but bien précis. HW le dévisage, demandant si Muyong pense vraiment que la perfection ne suffit pas. Muyong reste prosterné, admettant que les compétences techniques de HW sont déjà irréprochables. Il suggère que ce n'est qu'en mettant ses propres pensées dans son œuvre que HW pourra créer un truc vraiment unique. HW reste silencieux, ses yeux scrutant le visage de Muyong à la recherche du moindre signe de mensonge. Il capte que ce ne sont pas les simples observations d'un roturier, ça vient d'une compréhension super profonde. Il en conclut que Muyong a dû s'entraîner lui-même au pinceau pour avoir une telle perspicacité. Muyong reste muet, le poids de l'accusation flottant lourdement dans l'air. Il essaie vite de faire marche arrière, terrifié par les conséquences si son secret est découvert. Il agite les mains frénétiquement, affirmant que ce serait impossible pour un pauvre esclave comme lui de s'entraîner. Il continue de bafouiller des démentis, mais son langage corporel trahit complètement ses vrais sentiments. Un petit sourire complice se dessine sur les lèvres de HW en voyant le larbin paniqué. Il dit à Muyong que si c'est vraiment le cas, il ne devrait y avoir rien de compromettant dans sa chambre. La nuit tombe sur le domaine du clan, le silence des couloirs masquant la tension qui y règne. Les yeux de Muyong s'écarquillent de terreur en réalisant que sa planque secrète a été découverte. Là, tout de suite, il tremble en sortant chaque peinture de sa cachette de ses propres mains, tandis que juste derrière lui, HW l'observe en silence. Il se rappelle toutes ces nuits passées courbées, à bosser à la faible lumière d'une seule bougie. Il avait utilisé de l'encre et des pinceaux jetés aux ordures juste pour avoir une chance d'exprimer les images qu'il avait en tête. Les larmes coulent sur son visage en pensant que son rêve l'a mené droit au bord de la mort. HW se tient au-dessus des divers dessins éparpillés sur le sol, demandant si c'est tout ce qu'il a. Il regarde les éclaboussures d'encre désordonnées mais pleines d'énergie qui forment des silhouettes brutes sur le papier. Un dessin d'oiseau féroce attire son attention, ses lignes sont brutes et débordantes de vie. Il se penche, notant que bien que la technique manque de raffinement, les bases sont étonnamment solides. Il est frappé par ce style artistique unique, un truc qu'il n'a jamais vu au sein des factions traditionnelles. Se tournant vers le serviteur, HW lui demande ce qui a bien pu le pousser à faire tout ça. Muyong regarde ses mains, la voix douce alors qu'il commence à partager sa plus profonde ambition. Il avoue que malgré sa condition, il a toujours rêvé de devenir un maître Warim. HW le regarde, sincèrement curieux de savoir ce qui a pu déclencher une ambition aussi folle chez un esclave. Muyong prend une grande inspiration, repensant au jour où il est arrivé au domaine du clan Wang. Il se revoit dans la foule, gamin, en train de regarder son tout premier tournoi d'arts martiaux. La vue de ses maîtres créant des structures géantes et lumineuses avec leurs pinceaux était plus belle que tout ce qu'il avait pu voir. À ce moment-là, une étincelle s'est allumée en lui, un désir viscéral de pouvoir exprimer sa propre volonté tout comme eux. Il avait passé ses années dans le clan à faire des corvées, mais son cœur était toujours ailleurs. Chaque journée ressemblait à un cycle de servitude, un chemin tout tracé qui ne laissait aucune place à sa propre voie. Il levait les yeux de son travail, en sueur et épuisé, rêvant de bien plus qu'une vie de larbin. Il regardait les oiseaux planer librement au-dessus de lui, représentant une liberté qu'il ne pouvait trouver qu'à la pointe d'un pinceau. Muyong révèle son but ultime, un espoir qu'il a fait tenir pendant toutes ces années de labeur. Il veut laisser une trace indélébile dans ce monde, prouver que sa vie avait plus de sens que d'être un simple esclave. Il regarde HW, les yeux brûlants d'une intensité silencieuse. HW l'observe, son amusement de départ remplacé par un respect tout neuf pour la conviction du gamin. Il s'adresse directement à Muyong, l'atmosphère entre eux changeant radicalement. HW lui fait remarquer que selon les lois du clan, ce que Muyong a fait est un crime gravissime. Cependant, il admet que voir une œuvre aussi brute et inspirée lui a donné une nouvelle perspective. Il donne un ordre choquant à Muyong. Continuer à peindre, mais le faire pour lui. HW lui propose un marché. Si Muyong l'aide à atteindre le sommet, il lui accordera sa liberté. Muyong n'en croit pas ses oreilles, la bouche grande ouverte sous le choc. Il bafouille une question, demandant si le jeune maître est vraiment sérieux avec une offre qui changerait sa vie à ce point. HW hoche lentement la tête,
confirmant qu'il est bel et bien prêt à conclure ce pacte. Le cœur de Muyong se gonfle d'espoir, réalisant que son rêve n'est plus une impossibilité. Dans le silence de la nuit, il fait le serment silencieux de devenir lui-même un maître. Il hurle sa détermination, prêt à tout donner pour cette nouvelle voie. HW le fait taire direct, lui rappelant qu'ils sont toujours entourés par les membres endormis du clan. Dans les jours qui suivent, les deux commencent à bosser ensemble en secret, loin des regards indiscrets. Ils partent dans les montagnes, là où Muyong peut s'entraîner sans avoir peur d'être cramé. Muyong démontre son style unique, montrant à HW la profondeur de son talent inné. Les feuilles tombent autour d'eux au fil des saisons, et leur lien continue de se renforcer. Sous la lumière dorée du soleil couchant, l'entraînement secret du maître et de son serviteur commence pour de bon. Muyong est étalé sur son bureau, complètement mort de fatigue après une énième longue nuit de boulot. HW entre dans la pièce et le domine de toute sa hauteur, le regardant de haut avec des yeux froids et calculateurs. Il se penche et glisse délicatement une peinture terminée dessous la main de Muyong. Il étudie le jeu de pinceau, visiblement satisfait de la qualité de l'art volé. Il ne dit pas un mot, il fixe juste le gamin endormi avec un regard froid et distant. 4 années passent, et l'immense palais du clan se dresse comme un symbole de leur pouvoir grandissant. Le patriarche préside l'assemblée, l'air grave. Il annonce qu'ils vont juger les compétences du jeune patriarche pour décider de son futur titre. Les membres du conseil attendent en silence, les yeux fixés sur le centre de la salle. Comme d'habitude, Muyong se tient là à servir le thé parmi les observateurs, regardant avec une peur silencieuse. Il sue à grosses gouttes dans ses vêtements, nerveux de voir comment son travail va être utilisé. Il se demande intérieurement si ces heures passées au pinceau vont vraiment profiter à HW aujourd'hui. HW se tient au centre de la salle, stabilisant sa respiration pour sa prestation. Tout le monde se penche, pressé de voir la technique censée définir une nouvelle ère. Il attrape l'énorme pinceau dans son dos, ses mouvements sont fluides et ultra précis. Avec une soudaine explosion d'énergie, il commence à matérialiser l'encre en force physique. L'encre tourbillonne en un énorme vortex, la pression de la technique pesant lourdement sur la pièce. Le public est sur le cul, observant le flux d'énergie impossible qui danse autour d'eux. HW enchaîne les motifs avec une grâce parfaite, les yeux brillants de pouvoir. L'un des doyens est complètement scotché par un tel raffinement à un si jeune âge. Même le patriarche est impressionné, incapable de cacher son admiration devant l'ampleur dingue de cet art. Un cercle géant d'encre noire se forme dans les airs alors que HW termine sa démonstration. Le patriarche salue la performance et félicite le doyen Yeondo pour son enseignement. Le doyen Yeondo s'incline bien bas, bafouillant ses remerciements tout en ayant l'air visiblement secoué. Le vieux transpire, se demandant bien comment HW a réussi à maîtriser une technique aussi avancée. Dégoûté par cette mascarade, Muyong se lève et commence à s'éloigner. Il regarde par-dessus son épaule, les yeux écarquillés alors que la réalité commence à le frapper en pleine face. Ce mouvement, c'était le courant nuageux de la lune blanche, une technique qu'il a lui-même créée. Et puis vient la galaxie des vagues fracassantes, un autre chef-d'œuvre volé de ses propres mains. Il percute enfin. Chaque mouvement que HW vient de montrer était sa propre création. Le patriarche est fasciné et demande à HW où il a puisé l'inspiration pour une œuvre aussi unique. HW joue son rôle à la perfection, baissant la tête et faisant genre qu'il est un humble étudiant. Puis il lève les yeux et ment effrontément, affirmant que tout ce style est sa propre création originale. Muyong se tient seul dans l'ombre, un fantôme dans sa propre vie. La nuit s'installe sur le domaine, mais l'atmosphère reste super lourde. Muyong est réveillé dans sa chambre, fixant les ténèbres d'un regard vide. Le sommeil ne vient pas. Il est trop occupé à digérer la trahison qu'il vient de voir. Il n'arrive pas à sortir le visage froid et arrogant de HW de sa tête. Il savait que HW se servait de lui, mais copier son travail trait pour trait, c'est un tout autre niveau. HW lui avait promis la liberté une fois au pouvoir, mais ça sent le bon gros mensonge maintenant. Ses peintures ne sont pas juste de l'art. C'est toute sa vie et son identité. Il fixe le vide, décidant qu'il ne laissera plus personne lui voler sa vie. Muyong réalise qu'il ne peut pas juste rester assis, attendre qu'on lui vole sa vie. Il doit affronter HW dans la seconde. Il ouvre la porte à la volée, bien décidé à obtenir des réponses. Mais HW est déjà là, planté dans le couloir avec un groupe de gardes au visage fermé. Muyong se fige, les mots se bloquant dans sa gorge à la vue du jeune maître. Sans un mot, l'un des gardes dégaine son épée, l'acier brillant dangereusement. Muyong recule en titubant, le cœur tambourinant dans sa poitrine en comprenant que c'est un piège. HW parle avec une fausse tristesse, prétendant qu'il tenait vraiment à Muyong. Puis il lâche la bombe, accusant Muyong d'avoir essayé de voler son art du pinceau sacré. Muyong n'en croit pas ses oreilles quand HW le condamne à mort sur le champ. Le chef des gardes n'attend pas. Il se jette en avant pour exécuter l'ordre. Muyong se prend un putain de coup au visage qui l'envoie s'écraser au fond de sa chambre. Il s'étale sur le sol, hurlant pour protester contre ce coup monté de dingue. HW se contente de le regarder de haut, ses yeux plus froids que l'acier des épées de ses gardes. Muyong se tient le visage, le cerveau en compote face à l'ampleur de la trahison. HW continue sa leçon de morale, traitant Muyong de simple esclave ayant violé les tabous du clan. Il pointe l'art volé du doigt, affirmant que c'est Muyong qui a copié son œuvre originale. Muyong est écœuré. Il réalise que l'arrogance de HW n'a vraiment aucune limite. Il repense à leur jeunesse,
se rappelant comment il montrait à HW ses premiers dessins. Même à l'époque, HW calculait déjà comment utiliser le talent de Muyong pour son propre compte. Chaque interaction n'était qu'un moyen de garantir la future position de HW en tant que patriarche du clan. Muyong crache une bouchée de sang, sa fureur débordant enfin. HW reste d'un calme olympien, se tenant au-dessus des dessins et les revendiquant comme l'œuvre de sa vie. Muyong refuse de cet aire. Il hurle que HW n'a aucun droit de lui voler son identité. HW le fixe sans broncher, le traitant déhonté pour oser essayer de se défendre. Un autre garde déboule, hurlant sur Muyong pour avoir osé répondre à l'héritier. Muyong chope un petit pot d'encre, sa seule arme dans une pièce remplie de lames. Il balance l'encre en plein dans les yeux du garde alors que le mec fonce sur lui. Le type est aveuglé, le visage couvert de noir alors qu'il recule en titubant de douleur. Muyong n'hésite pas une seconde. Il chope un pinceau et se prépare à tenter une percée désespérée. Il sprinte vers la sortie, entendant les pas des gardes juste sur ses talons. Avec les gardes qui se rapprochent, il se jette par la fenêtre de l'étage. Il fait des tonneaux en l'air, le monde tournoyant alors qu'il tombe vers les niveaux inférieurs. Il s'écrase sur un balcon, son corps encaissant la force brutale de l'impact. Il regarde la longue chute jusqu'à la cour en contrebas, sa respiration devenant des halètements saccadés. Une épée frappe la rambarde en pierre juste à côté de lui alors que les gardes le rattrapent. Il lui hurle de se rendre, le traitant d'esclave crasseux qui est de toute façon déjà mort. Muyong fixe les ténèbres, essayant de trouver le courage de continuer à bouger. Il sait qu'il doit encore sauter. S'il reste là, il est mort. Il lâche un dernier cri de défi et se jette dans le vide depuis le balcon. Il tombe à travers la nuit, le vent fouettant son visage alors qu'il plonge vers le bas. Les gardes regardent par-dessus le rebord, sur le cul face au saut désespéré qu'il vient de faire. Il percute le sol avec un bruit sourd et écœurant, son épaule gauche explosant à l'impact. Muyong cherche son souffle, sa vision se brouillant alors qu'il lutte contre la douleur aveuglante de son épaule en miettes. Il force ses jambes de plomb à bouger, sachant que s'arrêter maintenant signifie une mort certaine aux mains du clan. Il trébuche dans l'espace découvert, une silhouette désespérée et brisée éclairée par la lumière froide et indifférente de la lune. Au perché sur le balcon, HW observe la fuite dans un silence glacial, son travail d'exploitation déjà accompli. La course-poursuite s'enfonce dans les bois sombres, le silence de la nuit brisé par le bruit de pas lourds. Il court à l'aveugle à travers les fourrés, les branches déchirant ses vêtements comme pour le retenir pour ses poursuivants. Le sang et la sueur se mélangent sur son visage, et sa respiration se transforme en râle désespéré alors que ses forces le lâchent. Le désastre frappe quand son pied accroche une racine saillante, l'envoyant bouler en avant dans l'obscurité. Il dégringole le long d'un talus rocheux abrupt, incapable d'arrêter sa chute alors que le monde devient un flou de terre et de douleur. Il s'écrase en bas avec un impact nauséabond, un cri de douleur s'échappant de ses poumons. Alors qu'il est étalé dans la terre, les cris des gardes à sa poursuite se font plus forts, résonnant dans les arbres comme un arrêt de mort. La terreur l'envahit. Il refuse de laisser sa vie se terminer ici, jeté comme un déchet dans une forêt oubliée. Dans un ultime effort atroce, il se redresse, sa détermination étant la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. Il murmure une prière frénétique pour s'en sortir, ses yeux cherchant dans l'obscurité un chemin qui ne mène pas droit sur une lame. Il atteint le bord d'une falaise dentelée surplombant une rivière tumultueuse, l'eau s'agitant violemment loin en contrebas. Il est dans une impasse. Deux membres du clan émergent des ombres derrière lui, leur visage rempli d'un amusement cruel face à sa détresse. L'un d'eux se fout de sa gueule, lui suggérant que puisqu'il aime tant sauter, il n'a qu'à tenter sa chance avec la falaise. Ils croisent leurs épées, coupant tout espoir de retraite et scellant son destin à leurs yeux. La respiration de Muyong se coupe alors qu'il attrape la seule chose qu'il a réussi à garder, son vieux pinceau d'entraînement amoché. Juste à ce moment-là, le pinceau glisse de sa main, ce simple outil ayant l'air pathétique face à l'acier froid des armes des gardes. Il campe sur ses positions, le poids des années de trahison se solidifiant enfin en une résolution froide et dure dans sa poitrine. Ses yeux s'embrasent soudain d'une intensité perçante, le regard d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Son esprit retourne sur cette montagne paisible où il croyait autrefois qu'on lui enseignait l'art ultime. Il se souvient de la voix calme et trompeuse de HW, lui expliquant comment maîtriser son énergie interne. À l'époque, il voyait HW comme un mentor bienveillant, quelqu'un qui voyait son vrai potentiel au-delà de son statut. HW lui avait montré comment rassembler son énergie et la concentrer à travers son bras, jusqu'à la pointe même du pinceau. On lui avait appris à laisser son imagination guider l'encre, à visualiser la vie à l'intérieur de chaque coup qu'il donnait. Muyong se rappelle l'émerveillement pur en voyant sa première création se matérialiser, un oiseau spirituel s'élevant de la page. Il avait explosé de joie, le cœur rempli de fierté et d'un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Il s'était précipité vers HW, désespéré de partager sa réussite et de prouver sa valeur à l'homme qu'il admirait. Il avait remercié HW à l'infini, croyant qu'on lui avait offert la voie vers la grandeur par pure bonté. Il avait ressenti une dette de gratitude si lourde qu'elle lui paraissait sacrée, sans jamais se rendre compte qu'on le menait à l'abattoir. HW l'avait observé avec un sourire vide, commentant la difficulté d'apprendre le véritable flux du QI à partir du papier. En réalité, HW se servait juste du talent naturel de Muyong pour percer des secrets qu'il ne pouvait capter par lui-même. Le souvenir des yeux turquoises et froids de HW fait bouillir le sang de Muyong d'une fureur nouvelle dans le présent. Il réalise maintenant que sa dévotion était sa plus grave erreur,
un outil que THW a utilisé pour aiguiser sa propre ambition. Il serre son pinceau d'entraînement, le bois craquant sous la pression de ses doigts alors qu'il se prépare pour un dernier affrontement. Il dit au garde que HW a fait une putain d'erreur. Il a trop bien formé Muyong. Il se rappelle la voix moqueuse du chef du clan, se foutant de l'idée qu'un serviteur puisse utiliser un simple pinceau d'entraînement pour faire du vrai art. Muyong ignore la douleur et les probabilités, canalisant la force vitale qui lui reste dans une ultime technique de défi. Branche de pain noir perçante. Rugit-il, l'encre explosant de son pinceau avec la puissance d'une vie entière de fureur réprimée. Une technique massive de lance d'encre surgit du sol comme un arbre sombre et noueux. Les gardes du clan Wang sont complètement pris au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un esclave ait un tel niveau de puissance. Muyong n'en a rien à foutre de la pitié. Il leur balance qu'ils viennent juste de faire la pire erreur de leur vie. Il est encerclé, mais c'est lui qui dicte le rythme du combat. L'un d'eux réussit tout juste à parer une frappe, choqué que Muyong puisse manier des techniques de pinceau de ce niveau. Réalisant que les épées ne feront pas l'affaire, ils décident de sortir leur propre pinceau spirituel. Le leader dégaine son pinceau, ayant l'air complètement dégoûté de devoir se fatiguer pour un minable esclave. Il balance son pinceau, canalisant son énergie pour le coup de grâce. Il hurle le nom de sa technique, éclat de l'étoile radieuse. L'autre gars enchaîne direct avec une frappe de l'anneau de l'étoile radieuse, envoyant de l'énergie lumineuse droit sur Muyong. Une lumière aveuglante et des anneaux d'énergie pleuvent, recouvrant complètement la zone dans un spectacle éblouissant. Muyong se prend un coup direct à la tête, et la force de l'impact le fait tituber avec du sang qui gicle partout. Il capte que tout leur style est basé sur le fait d'aveugler l'adversaire pour l'empêcher de riposter. Dès qu'il le pense sans défense, les gardes foncent pour l'achever. Mais Muyong reste accroupi, traînant son pinceau sur le sol pour préparer un piège. Il libère son style du courant d'encre, et une vague massive d'encre noire jaillit de la terre. Un des gardes se fait engloutir tout cru par le vortex noir comme la poix. La force brute de la vague d'encre l'envoie valser direct par-dessus le bord de la falaise. Muyong halète et est couvert de sang, mais il réalise qu'un truc cloche. Il n'a entendu qu'un seul mec hurler. Le deuxième garde lui tombe dessus par en haut, attrapant Muyong dans le dos avec un coup brutal qui l'envoie bouffer la terre la tête la première. Il cloue Muyong au sol, fou de rage d'avoir perdu un de ses hommes face à un misérable paysan. Il se prépare à finir le boulot en bousillant l'épaule droite de Muyong pour de bon. Muyong essaie désespérément de matérialiser une autre technique, mais son corps est déjà à bout. Le sang commence à couler de ses yeux alors que la pression interne atteint son point de rupture. Il s'effondre, et le pinceau tombe de sa main alors qu'il heurte violemment le sol. Un hurlement de pure agonie résonne à travers la forêt. Le garde se tient au-dessus de lui, se foutant de sa gueule pour avoir été assez débile pour utiliser des techniques que son corps ne pouvait pas supporter. Muyong reste là, réalisant que son énergie interne est complètement à sec. Il n'a plus rien. Sans une once de pitié, le garde chope Muyong par le pied et commence à le traîner vers la falaise. Il est sincèrement saoulé qu'une simple exécution se soit transformée en un tel bordel. Il dit à Muyong qu'il aurait vraiment pu devenir quelqu'un de grand s'il n'était pas né esclave. Muyong lâche juste un petit rire faible et ensanglanté. Le garde a l'air confus. Il pense que le gamin a fini par péter les plombs à cause du trauma. Mais Muyong se met à rire de façon hystérique, droit dans la gueule du type. Il regarde le gars dans les yeux et lui propose d'en faire son tout premier disciple s'il le laisse en vie. Le garde bout de rage. Il n'a pas la tête à supporter les blagues d'un homme à l'article de la mort. Il se jette en avant avec son épée, avec l'intention de tailler Muyong en pièces. À la toute dernière seconde, la jambe de Muyong jaillit avec une vitesse fulgurante. Il chope le mec en plein vol avec un énorme coup de pied dans le menton. La tête du garde vient s'éclater sur le sol rocailleux avec un bruit sourd et écœurant. Muyong s'assoit et essuie le sang de sa bouche, se foutant d'eux pour avoir été assez con pour baisser leur garde. Mais alors même qu'il parle, le garde tend la main et chope la cheville de Muyong avec une poigne de fer. Les yeux de Muyong s'écarquillent de choc alors qu'il est soudainement tiré vers le bord de la falaise. Il tombe dans le vide, regardant son pinceau spirituel s'éloigner alors qu'il plonge vers la rivière en contrebas. Il s'échoue sur la rive rocailleuse, le visage en charpie et le corps à son extrême limite. Tendant une main tremblante, il se demande si c'est vraiment maintenant qu'il va crever. Le bruit de la rivière tumultueuse est la seule chose qu'il arrive à entendre. L'eau continue de couler, indifférente au garçon brisé allongé sur les rochers. Muyong commence à cracher de l'eau, son corps empêtré dans une corde de pêche perdue. Il gémit de douleur, réussissant à peine à garder les yeux ouverts alors que le monde s'estompe. Une grande silhouette sombre se dresse soudain au-dessus de lui, se découpant contre le ciel lumineux. L'inconnu dit qu'il l'a cherché partout. « Je t'ai trouvé », répète la voix, avec un ton bizarrement satisfait. Le mec se tient au-dessus de Muyong, bloquant le soleil alors qu'il examine sa prise. Il se demande à voix haute s'il vient de repêcher un cadavre qui a dérivé en aval. Il se penche, écoutant attentivement le moindre bruit de respiration. Muyong est affaissé sur les rochers, attaché à un panier rempli de poissons frétillants. On découvre que l'homme porte un bandeau rouge sur les yeux. Il est convaincu d'avoir attrapé le plus gros poisson de sa vie. Il fait déjà la fête, rêvant de poissons grillés et de liqueur de feuilles de bambou. Il pique Muyong avec son bâton de marche, perplexe face à ce sac mouillé qui ne ressemble pas à un poisson. Muyong parvient à murmurer un appel à l'aide, surprenant l'aveugle. L'inconnu manque de faire un bond au plafond,
hurlant de choc qu'il vient en fait de pêcher une personne. Muyong ne peut que regarder impuissant l'homme qui vient de le sortir de la rivière. Avec ses dernières forces, il supplie l'homme de lui filer un peu de nourriture. Le maître est direct saoulé. Il a à peine de quoi bouffer pour lui-même. Alors pour un gamin errant, laisse tomber. Muyong promet de le rembourser au centuple, désespéré de survivre à cette épreuve. Il dit au gars qu'il ne peut pas crever maintenant. Pas avant de s'être vengé du clan céleste Yao Wang. À la mention du clan Wang, l'expression du maître change d'un coup. Il exige de savoir ce que Muyong vient de dire, le secouant pour l'empêcher de s'évanouir. Mais c'est trop tard. Les yeux de Muyong se révulsent et il perd à nouveau connaissance. Plus tard, dans une petite cabane, l'odeur divine du poisson grillé commence à remplir l'air. Le maître se penche sur son invité, se demandant si l'odeur suffira à réveiller un mort. Muyong se redresse d'un coup, surprenant le mec et lui causant presque une crise cardiaque. Le maître lui dit que le saignement est maîtrisé, puis lui propose un peu du poisson fraîchement cuit. Muyong est super reconnaissant, mais il doit avouer que ses bras sont trop amochés pour lever le moindre petit doigt. Le maître explose de frustration, râlant qu'il en demande beaucoup trop. Malgré ses grognements, il commence à contre-cœur à donner la béquille au gamin. Muyong prend une énorme bouchée, son visage s'illuminant alors qu'il goûte à de la vraie nourriture pour la première fois depuis des jours. Il engloutit le poisson le plus vite possible, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Le maître s'adosse, écoutant le bruit de Muyong en train de bouffer comme un animal affamé. Il lui demande si le garçon a vraiment été tant lésé que ça par le clan céleste Yao Wang. Muyong déglutit difficilement et confirme qu'ils lui ont tout pris. Le maître lâche un rire sec, trouvant la coïncidence presque trop énorme pour y croire. Il avoue qu'il a lui aussi une grosse dent contre eux pour être la raison de sa cécité. Le maître s'installe confortablement, s'appuyant sur son bâton noueux tout en se préparant à écouter l'histoire de Muyong. Caché dans une clairière tranquille, une modeste cabane en bois leur sert de sanctuaire. La colère du maître s'enflamme instantanément à la mention du clan Wang, son visage se tordant de rage. Il fait les 100 pas dans la petite pièce, hurlant sur l'hypocrisie de ceux qui prétendent être les leaders de la faction orthodoxe. Pour lui, voler les techniques durement gagnées d'un esclave, c'est toucher le fond, même pour un groupe aussi pourri que le clan Wang. Alors que le maître boit un grand coup pour calmer ses nerfs, Muyong demande si le clan a l'habitude de telles trahisons. Un rire jaune s'échappe de la bouche du maître qui lui explique qu'une seule année ne suffirait pas pour lister tous leurs crimes. Il crache ces mots, déclarant que sous leur façade prestigieuse, le clan Wang est pourri jusqu'à la moelle. Le souvenir de son propre passé le fout de nouveau en rogne, et il tape du pied sur le sol de frustration. C'était son unique chance de remettre enfin le clan à sa place. Une chance qu'on lui a volée il y a bien longtemps. Il commence à raconter les événements du nouveau rassemblement de Warim survenu 19 ans plus tôt. Muyong écoute bouche bée pendant que le maître décrit le tournoi légendaire où les étoiles les plus brillantes du monde se sont affrontées. C'était une arène où les factions orthodoxes et hétérodoxes se mettaient sur la gueule en utilisant leurs arts mystiques de la peinture. À l'époque, le maître était au sommet de son art, une force de la nature qu'aucun des meilleurs rookies n'espérait vaincre. Impressionné, Muyong demande le nom du héros légendaire qui se tient devant lui. Un petit sourire confiant se dessine sur les lèvres du maître alors qu'il se prépare à révéler son ancien titre. Avec un geste théâtral, il se proclame être le « sans limite brise-ciel ». La grande révélation fait un flop total quand Muyong avoue qu'il n'a jamais entendu parler de ce nom. Vexé par l'ignorance du gamin, le maître file un grand coup de bâton sur le crâne de Muyong. Il fulmine en disant que n'importe qui n'ayant pas vécu dans une grotte ou dans un camp d'esclaves connaîtrait sa réputation légendaire. En se frottant le crâne endolori, Muyong s'excuse vite de ne pas avoir reconnu la prétendue grandeur de l'homme. Le maître reprend son récit, se rappelant comment il enchaînait les victoires jusqu'à ce qu'il affronte un membre du clan Wang. Il se souvient avoir eu clairement le dessus pendant le combat, mais la victoire lui a été arrachée par des coups bas. Le flashback dévoile une grande silhouette sombre utilisant des techniques interdites pour sceller les pouvoirs du maître. La trahison ne s'est pas arrêtée là. L'agresseur est allé jusqu'à aveugler définitivement le maître, ruinant sa carrière. Muyong est horrifié, sachant qu'un acte aussi cruel est strictement interdit et fout en l'air la vie d'un artiste. Protester contre cette injustice ne servait à rien, puisque le puissant clan Wang l'a simplement qualifié de tragique accident. Serrant les dents, le maître se désole que dans ce monde, ce sont les puissants qui décident de ce qu'est la vérité. L'histoire du maître fait écho en Muyong, qui repense au moment où il a été accusé de vol par le clan. Il se rappelle le regard glacial de HW, lorsque le jeune maître aux cheveux d'argent affirmait que Muyong avait volé son propre jeu de pinceau. Le souvenir de s'être fait dire de rester à sa place brûle dans l'esprit de Muyong. Son poing se serre fermement contre sa jambe bandée, sa détermination se durcissant comme de l'acier froid. Le maître essaie d'en rire, suggérant qu'il ferait mieux de noyer leurs problèmes dans l'alcool, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais Muyong refuse d'accepter une vie de soumission silencieuse. Il déclare que quelqu'un doit avoir les tripes de se lever et de dénoncer les mensonges du clan Wang. Dans un geste brusque et dramatique, Muyong claque sa tête contre le sol dans une profonde révérence de respect. Il supplie le maître de le prendre comme disciple, s'adressant à lui par son grand titre. Muyong jure qu'avec les conseils du maître, c'est lui qui anéantira le clan céleste Yao Wang. Surpris par l'intensité du gamin, le maître lui demande comment il compte s'en prendre à un ennemi aussi balèze. Muyong pointe du doigt l'horizon, là où le prochain grand tournoi doit avoir lieu. Il a l'intention de participer au prochain nouveau rassemblement de Warim et d'humilier le clan Wang aux yeux du monde. Il sait que ses paroles ne valent rien s'il n'a pas la force de les assumer,
Et pour ça, il a besoin d'un vrai professeur. Le maître pousse un profond soupir, l'expression pleine de doute alors qu'il évalue la requête osée de Muyong. Un rire méprisant lui échappe, trouvant l'ambition du garçon plus proche de la vaste blague que d'un plan sérieux. Se levant, il suggère qu'il ferait mieux d'aller couper du bois plutôt que d'entretenir ce genre de délire, et dit à Muyong de se tirer. Muyong lève les yeux, le visage couvert de bandages, alors que le maître lui rappelle que le clan Wang n'a jamais connu la défaite. En rattachant son fameux bandeau rouge en place, le maître explique que le clan possède les meilleures ressources et élixirs au monde. Il enchaîne, affirmant que leur énorme quantité d'énergie interne, cultivée dans un environnement ultra privilégié, est impossible à surpasser. Le regard de Muyong reste fixe et inébranlable, alors que le maître le met en garde contre le pouvoir politique et les coups bas du clan. Son bandeau bien en place, le maître se retourne, disant fermement au garçon d'abandonner sa quête de vengeance à la con. Loin d'être découragé, Muyong se prosterne de nouveau, la voix pleine de désespoir alors qu'il supplie d'être pris comme disciple. Le maître se fout de lui, faisant remarquer que Muyong a déjà sa liberté. Un truc que la plupart considéreraient comme une énorme victoire. Avec un bruit sourd et violent, Muyong claque son front contre le sol en bois, refusant d'accepter une vie aussi vide de sang. Dans la cabane mal éclairée, la voix de Muyong résonne avec passion, expliquant que son but dans le monde martial n'a jamais été seulement la liberté. Il reste courbé bien bas, déclarant que son véritable but a toujours été de perfectionner son art de la peinture unique et de laisser un héritage durable. Le visage arrogant de HW lui traverse l'esprit. Il est déterminé à prouver que le jeune maître a eu tort de lui voler son rêve. Le maître reste silencieux, son visage bandé tourné vers le garçon alors qu'il l'avertit que cette voie ne mènera qu'à la mort. Sur le sol, la main bandée de Muyong se crispe en un poing serré et tremblant, plein de pure résolution. Il jure qu'il préfère largement affronter une fin tragique au combat, plutôt que de vivre le reste de sa vie caché comme un lâche. Un des yeux de Muyong brille d'une intensité féroce, presque surnaturelle, quand il dit qu'il refuse de ravaler ses griefs. Un changement soudain dans l'air prend le maître au dépourvu, l'amenant à se demander ce qu'il ressent venant du gamin. Une aura dorée d'énergie extraordinaire commence à irradier de Muyong, une incroyable manifestation de sa volonté de faire. Le maître est perplexe. Muyong ne devrait n'avoir aucune énergie interne, et pourtant, il y a indéniablement un truc spécial chez lui. S'approchant d'une petite table, le maître décide d'examiner l'état physique du mystérieux garçon. Il s'agenouille et pose une main sur l'épaule de Muyong, lui demandant confirmation sur les blessures à ses bras. Alors qu'il examine le gamin, une image mentale du squelette de Muyong révèle une grave blessure perforante à travers son épaule droite. Le maître baisse les yeux, remarquant que l'épaule gauche de Muyong est complètement déboîtée. Il dit au gamin de serrer les dents, mais Muyong a à peine le temps de capter ce qui se passe. Avec un craquement nauséabond, le maître remet l'os en place. Muyong lace un urlemento fait de pure agonie. S'agrippant le bras sur le sol, Muyong halète, demandant ce que son maître vient de lui faire. Le maître lui dit d'arrêter d'en faire tout un plat pour une simple épaule démise, et lui rappelle qu'il n'a même pas encore accepté d'être son prof. Il regarde le gamin, se demandant ce que quelqu'un avec un corps en miettes comme le sien pense pouvoir réellement accomplir. Il lui fait remarquer que si Muyong veut arriver à quelque chose, il doit d'abord se soigner et au moins ressembler à un être humain normal. La nuit tombe sur la montagne, laissant la forêt silencieuse sous la pleine lune. Le maître commence à verser du cuit de guérison dans le dos de Muyong pour réparer son corps brisé. Muyong est tellement claqué qu'il tombe dans les pommes en pleine séance, la tête tombant en avant. La récupération physique a l'air de bien se passer, mais le maître remarque un truc louche dans la façon dont l'énergie se déplace. Il y a clairement un truc bizarre avec la tête du gamin. Au lieu de descendre à travers son corps comme elle le devrait, l'énergie n'arrête pas d'être aspirée directement vers son crâne. C'est comme si son esprit avait désespérément soif de la moindre goutte de puissance qu'on lui donnait. Le maître trouve toute cette situation de plus en plus intéressante de seconde en seconde. Le matin arrive, et la lumière inonde la cabane. Muyong est déjà debout et chaud bouillant, hurlant qu'il est fin prêt à commencer son entraînement. Le maître lui colle une baffe derrière la tête, répétant pour la 100e fois qu'il n'est pas encore son disciple. Il dit au gamin de rattraper ce qui lui balance à travers la pièce. Muyong l'attrape, réalisant que c'est un pinceau spirituel de haute qualité. Le maître veut voir si toutes ces belles paroles sur sa détermination sont vraies ou juste du vent. Il décide de faire passer 2 tests à Muyong pour voir ce qu'il a dans le ventre. Premier test, briser la gourde qu'il tient dans sa main. C'est aussi simple que ça. Muyong est sceptique, trouvant que ça a l'air un peu trop facile. Le maître se fout de sa gueule, disant au petit nouveau que s'il arrive vraiment à la briser, ça prouvera qu'il est un génie. La briser signifierait qu'il a rattrapé un retard de 20 ans en maîtrise de l'énergie interne. Le maître débouche la gourde et prend une longue gorgée. La limite de temps est fixée. Muyong a jusqu'à ce que la liqueur soit terminée. Muyong ne perd pas une seconde et fonce en avant avec son pinceau. Il lance une lance de la branche de bois, mais le maître l'esquive tranquillement tout en continuant de boire à la gourde. Muyong sourit, pensant que sa petite théorie sur son adversaire était la bonne. Il hurle que le maître ne peut voir que les arts de la peinture, et rien d'autre. Mais là, après plusieurs salves d'attaques incessantes, Muyong réalise que toutes ses frappes sont proprement esquivées par le maître. Toutes, absolument chaque technique de pinceau est passée à côté. Du coup, son nouveau plan, c'est de submerger le maître avec du pur combat physique. Il fonce dans le tas, essayant d'attraper la gourde à main nue. Le maître sourit juste et lui lâche un petit « non » avant de réagir. Un coup violent frappe Muyong droit dans le bide,
l'envoyant valser en arrière. Muyong atterrit lourdement, cherchant son souffle alors que du sang coule de sa bouche. Le maître se paie sa tête, lui demandant s'il a passé toute sa vie à ne faire que lire des manuels secrets dans sa bibliothèque. Il dit au gamin qu'il ne sait absolument pas comment se bat un vrai maître Warrim. Il explique que les maîtres de son niveau utilisent une technique spéciale appelée l'œil de l'esprit. Le maître explique qu'il garde généralement sa vue spéciale désactivée parce que ça draine un max de QI interne. Mais une fois qu'il l'ouvre, il peut voir chaque art de la peinture et même le flux d'énergie à l'intérieur du corps d'une personne. Muyong est sur le cul, réalisant que c'est exactement comme ça que le vieux a pu lire chacun de ses mouvements. Le maître lui fait remarquer qu'il peut même voir que Muyong prépare en douce sa prochaine attaque en ce moment même, dans son angle mort. Il l'avertit d'arrêter les frais tant qu'il est encore temps, puisqu'il est déjà complètement à sec niveau énergie. Le sang coule des yeux et de la bouche de Muyong alors que le maître l'avertit que forcer davantage va littéralement le buter. Déterminé à aller jusqu'au bout, Muyong déclare qu'il est prêt à se battre jusqu'à la fin. Il met tout ce qu'il a dans une frappe de l'éruption rocheuse, invoquant des pics de pierre dentelés sortant de terre. Le maître saute en l'air sans aucun effort, atterrissant avec légèreté sur l'un des piliers de roche émergents. Il avoue que le gamin a de l'audace, mais que ça reste un putain d'idiot de risquer sa vie comme ça. Muyong ignore la douleur, se disant que c'est son ultime chance de gagner. Il lance une frappe de la cascade, un immense courant d'eau et d'encre s'abattant d'en haut. Le maître reste impassible, qualifiant le coup de beaucoup trop prévisible pour marcher sur lui. L'encre frappe le sol avec un bruit assourdissant, mais le maître s'était déjà écarté. Il décide qu'il doit en finir maintenant, avant que ce sale gosse têtu ne finisse par se tuer accidentellement. Il lève la gourde, annonçant qu'il prend la toute dernière gorgée d'alcool. Soudain, un truc prend le maître complètement de court, ses yeux s'écarquillant sous le bandeau. Une énorme explosion d'encre jaillit juste devant lui, le prenant par surprise. Petit retour en arrière, Muyong se tient prêt, demandant confirmation s'il a juste à briser cette petite gourde. Le maître rigole, disant au rookie que briser cette gourde sans limite n'est pas une mince affaire. Réussir prouverait qu'il est le génie de sa génération, capable de surpasser des décennies d'expérience. Il débouche la bouteille et prend une longue, très longue gorgée. Il fixe les règles. L'épreuve se termine dès qu'il finit la toute dernière goutte de la boisson. Muyong s'élance, super rapide, lançant officiellement le début du combat. Il commence par une lance de la branche de bois, poussant le pinceau en avant de toutes ses forces. Le maître est impressionné que le gamin appe les salutations formelles et fonce direct pour tuer. Muyong se recule pour une autre attaque, bien décidé à maintenir la pression. Il déclenche le style du courant d'encre, hirondelle volante, balançant des arcs d'encre sur son adversaire. L'encre se divise en deux, créant une attaque en tenaille pour coincer le maître. Le maître est sincèrement surpris qu'un ancien esclave ait réussi à apprendre des arts modifiés d'un si haut niveau. Il capte que le gamin a utilisé l'encre pour lui couper toute retraite et vise maintenant direct la gourde. Muyong lâche un cri de guerre en fonçant pour une attaque frontale. Le maître rigole de ce plan naïf, demandant s'il pensait vraiment que le combat au corax en grave-corps marcherait sur lui. Muyong lâche un TCH de frustration en ratant sa cible une fois de plus. Le maître esquive une autre attaque tout en annonçant tranquillement qu'il a déjà bu une gorgée de plus. Il continue de bouger avec une grâce incroyable, comptant les gorgées pendant que Muyong galère. Ça fait 3 gorgées maintenant, et le maître n'a pas lâché une goutte de sueur pendant que Muyong enchaîne les ratés. Muyong est largué, se demandant comment un aveugle peut esquiver absolument toutes ses attaques avec autant de perfection. Il se dit qu'il est impossible qu'un inconnu mente sur le fait d'être aveugle sans aucune raison. Il en conclut que son professeur doit utiliser une sorte de 6e sens ultra avancé pour remplacer sa vision. Le gamin a vu juste. Le maître a remarqué l'encre lui coupant la sortie sans même avoir à regarder. Le maître sourit en coin, sachant que Muyong commence doucement à comprendre le secret de son pouvoir. Muyong se concentre sur l'oreille du maître, se demandant si le vieux se fie à une ouïe surhumaine pour esquiver ses assauts. Il décide de tester sa théorie en préparant l'art pictural de telle aiguille du courant de vent. Le plan est d'invoquer l'art de type vent aussi silencieusement que possible pour qu'il ne puisse pas être repéré au son. Il a l'intention d'affûter le vent en une pointe mortelle uniquement à la toute dernière seconde, juste au moment de toucher la cible. Si ça marche, il pourra fracasser cette gourde en une seule attaque décisive. Muyong reste sans voix et en nage quand son attaque silencieuse échoue, à érafler ne serait-ce qu'un cheveu du vieux. Le maître secoue tranquillement la gourde, le narguant sur le fait qu'il ne reste presque plus d'alcool dans la bouteille. La frustration explose alors que Muyong fonce à nouveau, exigeant de savoir comment il se fait repérer aussi facilement. Il s'arrête, frappé par une nouvelle idée. Ce n'est pas seulement l'ouïe, c'est comme si le maître pouvait réellement voir. Il regarde le bandeau lumineux et se demande si l'homme peut percevoir la forme physique même des arts de la peinture. Il ne sait pas encore comment c'est possible, mais c'est la seule théorie qui tient la route. Avec un sourire féroce, il prépare son pinceau une fois de plus, pressé de tester sa nouvelle hypothèse. Il hurle que le maître n'aura pas autant de facilité à esquiver cette prochaine technique. Des étincelles d'énergie pure crépitent autour du pinceau, alors que Muyong y met la moindre once de force qui lui reste. Il pousse son corps bien au-delà de ses limites, son front brillant d'une lumière blanche pendant que du sang coule de sa bouche. L'effort est trop violent pour son corps amoché, et Muyong s'effondre la face la première dans la terre. Le maître se tient au-dessus de son élève à terre, lui demandant avec sarcasme s'il a déjà atteint sa limite. Il lâche direct que Muyong n'excelle dans aucun domaine,
que ce soit les arts martiaux ou la peinture. Il avertit le gamin de ne pas mettre son échec sur le dos de sa lente récupération suite à ses anciennes blessures. Il lui révèle qu'il a déjà guidé le QI de Muyong pour s'assurer qu'il soit au top de sa forme. Cet échec est juste son plafond actuel. La main de Muyong tremble alors qu'il tend le bras et attrape désespérément une pierre pointue sur le sol. Dans un ultime geste de désespoir, il balance le caillou sur le maître avec tout ce qui lui reste de force. Mais la pierre rebondit juste sur la gourde sans laisser la moindre égratignure, et un « oh » surpris s'échappe des lèvres du vieux. L'éclaboussure de la frappe de la cascade touche le sol, se transformant en un truc complètement différent. Muyong saigne du nez et de la bouche, mais il affiche un grand sourire. Il est fier de la technique qu'il a inventée lui-même. Des branches massives faites d'encre jaillissent du sol, alors que la lance de la branche du torrent furieux prend forme. Depuis la touche, le maître regarde l'énergie sombre devenir complètement incontrôlable. La plupart des arts de la peinture sont simples, ils ne font que matérialiser le concept de base d'une seule image. Normalement, si tu dessines une cascade, tu obtiens de l'eau. Si tu dessines une branche, tu obtiens du bois. Mais Muyong a essayé de les fusionner, tissant une branche en plein milieu d'une chute d'eau fracassante. Le maître ne peut s'empêcher de sourire devant une audace pareille. Il a compris à ce moment-là que ce gamin pourrait bien être quelqu'un d'exceptionnel. Soudain, Muyong tombe à genoux, se tenant la tête en hurlant. C'est une déviation du QI. Une énergie rouge jaillit de son front alors que le retour de flamme le déchire de l'intérieur. Le maître se précipite, criant que la technique était trop lourde à supporter pour son corps. Il pose une main sur le torse du garçon, essayant de supprimer le QI de feu avant qu'il ne lui crame le cerveau. En un instant, d'épaisses tentacules d'encre noire se déploient et s'enroulent autour du maître. Il est soudainement aspiré dans un vide tourbillonnant et sans lumière. Le maître regarde autour de lui, sous le choc, réalisant qu'il vient de se faire aspirer dans le monde intérieur de Muyong. Les tentacules d'encre se resserrent, clouant ses bras et ses jambes pendant qu'elle pulse d'énergie. Il sent son propre QI interne être violemment siphonné de son corps. Son visage se crispe alors qu'il lutte contre cette succion inattendue. Il se souvient comment la tête de Muyong semblait affamée d'énergie un peu plus tôt. Il en conclut que cet espace doit être le dantian supérieur de Muyong, le centre de son esprit. Le maître serre les poings. Il ne va pas laisser l'esprit d'un gamin le mettre à terre aussi facilement. Il libère une onde de choc d'énergie, pulvérisant les chaînes d'encre et les envoyant valser. Plus d'encre tourbillonne vers lui, acharné à essayer de l'attacher à nouveau. Au lieu d'être saoulé, il joint les mains, voyant là une putain d'opportunité. Le dantian supérieur est l'endroit parfait pour voir quel potentiel se cache vraiment dans les tripes d'un pratiquant. Il flotte dans l'espace sombre, entouré par d'innombrables fils d'encre en lévitation. Une énorme explosion de lumière jaillit, alors qu'il se prépare à plonger encore plus profondément dans la conscience de Muyong. Le maître se retrouve debout dans un épais brouillard blanc. Alors que l'air s'éclaircit, il regarde le paysage et lâche un soupir. Un vaste monde chaotique, fait d'encre tourbillonnante et d'ombres déformées, s'étend devant lui. La déviation du QI a laissé l'esprit de Muyong complètement emmêlé et au bord de l'effondrement total. Le maître regarde vers le haut, se demandant à quoi ressemblerait cet art s'il était vraiment achevé. Il voit une vision de la technique de Muyong, réalisant à quel point l'intention derrière était profonde. Il serre ses mains bandées. Faut avoir une putain d'imagination pour pondre un truc pareil. Avec un sourire déterminé, il décide qu'il est grand temps de faire le ménage et de réparer ce bordel. Pour donner réellement vie à une image mentale, un guerrier doit puiser de l'énergie dans son dantian inférieur. C'est le fait de canaliser la puissance interne depuis le nombril jusqu'à l'esprit pour matérialiser l'art. Le problème, c'est que l'énergie interne de Muyong est minuscule comparée à l'échelle massive de son monde mental. Le sol sous les pieds du maître se fissure alors que l'encre commence à s'infiltrer comme des sables mouvants. L'esprit est tellement en manque de carburant qu'il essaie de voler de l'énergie à tout ce qu'il peut trouver. Le maître ajuste sa posture, décidant qu'il va utiliser cette fin à son avantage pour calmer le chaos. Le maître plonge sa main dans le vortex d'encre tourbillonnant, essayant de s'ancrer. Il déverse sa propre énergie dans l'espace, la lumière rose vif s'entrechoquant avec les ombres sombres. La pression est intense, le forçant à serrer les dents alors qu'il tente de rester synchronisé avec l'intention de Muyong. Il compare cette énergie sauvage et brute à un nouveau-né cherchant désespérément de la chaleur. Même si le retour de flamme est brutal, le maître est sûr que son corps peut encaisser le coup. Il commence à élever sa propre énergie interne, repoussant les ténèbres envahissantes. Son but est de démêler les couches emmêlées de l'esprit chaotique de Muyong, fil après fil. Il regarde de plus près les structures mentales, repérant un tissage complexe qui ressemble à un arbre recouvert de toiles d'araignée. Plus il s'enfonce, plus l'encre devient chaotique, tourbillonnant comme un ouragan violent. Il tend la main pour se stabiliser contre les vagues déferlantes d'énergie mentale. Il sait qu'un seul faux pas dans cet endroit délicat pourrait les faire disparaître tous les deux. Il se demande s'il ne devrait pas commencer par les plus gros nœuds pour stabiliser la base. Il voit des montagnes et des vagues formées d'encre, toutes emmêlées dans un merdier d'intentions contradictoires. Le sang du maître commence à bouillir alors que son énergie part en vrille à cause de la pression extérieure. Il prend une profonde respiration pour s'ancrer et se recentrer. Il régule sa respiration, concentrant son esprit pour résister à l'attraction chaotique du dantian. Dans le monde réel, le maître se tient parfaitement immobile dans un champ de hautes herbes sous un ciel bleu dégagé. Sa bouche est fermée, formant une ligne dure, alors qu'il concentre la moindre once de sa volonté sur la tâche. Une faible lueur émane de son corps alors qu'il expire lentement,
les mains jointes dans une posture méditative. Il se rappelle que la taille et l'ordre des nœuds ne sont pas ce qui compte vraiment en ce moment. Un orbe d'énergie lumineux brille au centre de son propre nombril, la source de sa puissance. De retour dans le paysage mental, il voit une projection mentale d'un Muyong plus jeune avec une lumière brillante sur le front. Il voit le souvenir de Muyong souriant, du sang sur le visage, tenant un pinceau avec une détermination pure. Le souvenir fait écho à l'affirmation de Muyong selon laquelle il a créé cette technique tout seul. Le maître esquisse un petit sourire entendu, comprenant enfin le génie du garçon. Il pose sa main sur un mur d'énergie, ressentant la résonance du véritable potentiel de Muyong. Il réalise que l'arbre et la toile d'araignée font en fait partie de la même et unique intention. Tout comme les montagnes et les vagues, tout dans cet esprit est interconnecté. Essayer de les séparer, c'était là qu'il s'était planté au début. Le fait que Muyong puisse dessiner des dizaines de ces concepts complexes en même temps est juste incroyable. Le maître est sincèrement scotché par la profondeur du paysage mental du gamin. Il voit comment les vrilles d'encre sont reliées aux mains mêmes de Muyong, prouvant que ce n'était pas qu'un simple coup de chance. L'énergie rose autour de lui s'embrase alors qu'il se prépare pour un ultime effort. Il met l'esprit de Muyong au défi de le surprendre encore plus. Après un moment, tout s'est calmé. Il lève les yeux vers l'immensité du royaume d'encre, se sentant minuscule face à son ampleur. L'encre se transforme pour prendre la forme d'oiseaux et de poissons, prouvant la créativité non-stop de Muyong. Le maître se tient au sommet d'une montagne d'encre, regardant le paysage chaotique. Il note que même si l'exécution de la peinture a besoin de boulot, l'idée de base est brillante. La conception de ce monde est bien plus créative que tout ce qu'il a jamais vu. Il regarde les animaux d'encre se former et se dissoudre en l'espace de quelques secondes. Le maître se met à rire, bluffé de voir que Muyong invente ses arts aussi facilement qu'il respire. Le corps physique de Muyong reste inconscient, le visage couvert de crasse et de sang séché. Les paupières de Muyong papillonnent alors que la lumière orange du crépuscule filtre à travers les arbres. Sentant le retour de son élève, le maître regarde par-dessus son épaule et lui demande s'il est enfin réveillé. Encore dans le brouillard, Muyong s'assoit et cherche immédiatement la gourde d'entraînement avec laquelle il galérait. Le maître lève une ficelle nue, offrant de rares mots de félicitations. Le visage de Muyong s'illumine d'une joie pure en réalisant qu'il a bel et bien réussi ce test infernal. Il lâche un cri de triomphe qui résonne dans le silence de la clairière de la forêt. Surfant toujours sur la vague de sa victoire, il demande avec impatience quand commencera la deuxième épreuve. L'expression du maître reste stoïque alors qu'il informe Muyong que le deuxième test a déjà commencé. Il explique que combler l'écart entre un novice et un maître en un an demande plus que du simple talent. Tournant le dos, le maître déclare que la persévérance de Muyong sera testée à partir de cette seconde précise. Sa voix prend un ton grave alors qu'il mentionne l'homme que Muyong devra finalement affronter, HW. Il le prévient que le test ne prendra fin que le jour où Muyong se tiendra au-dessus du corps vaincu de HW. Le maître le regarde droit dans les yeux, lui demandant s'il a les tripes d'assumer un tel fardeau. Muyong reste silencieux, son expression se durcissant pour devenir d'une détermination froide et inébranlable. Sans la moindre hésitation, Muyong regarde son maître dans les yeux et accepte l'épreuve. Satisfait de la réponse, le maître se lève, ses mouvements fluides et précis. Il détaille leur premier objectif: choper un élixir de premier ordre légendaire pour renforcer le noyau de Muyong. Une projection spirituelle révèle que le dantian supérieur de Muyong a de loin dépassé sa cultivation physique. Pour équilibrer ce pouvoir mental monstrueux, son dantian inférieur doit être gavé d'énergie interne. Le maître explique qu'un élixir est le seul moyen d'obtenir une telle croissance en si peu de temps. Intrigué, Muyong demande où il pourrait bien trouver un trésor aussi précieux. Le maître parle du pavillon des 10 000 murmures, une plaque tournante légendaire de secrets et d'informations. Il mentionne un vieil ami nommé Jonguke, qui se trouve être le maître de ce fameux pavillon. Muyong écoute attentivement, réalisant que son monde est sur le point de devenir beaucoup plus vaste que ses montagnes. Le maître lui dit de se préparer, car il se met en route dès le lever du soleil. Muyong marche vers le ruisseau voisin, se penchant pour s'asperger le visage avec de l'eau froide et rafraîchissante. Il prend un moment pour souffler, le silence des bois contrastant violemment avec le bordel de son monde intérieur. Serrant le poing, il ressent le potentiel brut de l'énergie qu'il vient tout juste de réussir à stabiliser. En regardant son reflet dans l'eau, il voit plus qu'un simple garçon. Il voit les débuts d'un guerrier. L'eau ondule, reflétant l'intensité brûlante dans ses yeux alors qu'il pense à ses ennemis. Un souvenir amer de son humiliation passé refait surface. Ce sentiment d'être impuissant et piétiné. Il se jure qu'il ne sera plus jamais ce gamin faible, et qu'il ne fuira plus jamais un combat. Il sort une petite lame, le tranchant aiguisé accrochant les derniers rayons du soleil couchant. D'un coup sec et décisif, il se coupe les cheveux longs, brisant ses liens avec son ancienne vie misérable. Pendant ce temps, dans une salle sombre et luxueuse, un garde amoché s'agenouille devant une silhouette lointaine. Le garde rapporte que Muyong a sûrement crevé après avoir fait une chute d'une falaise haute de plusieurs dizaines de jang. HW se tient en haut des escaliers, ses longs cheveux argentés coulant dans son dos comme de la soie. Il remet en question le rapport du garde, sa voix portant une nuance subtile et terrifiante. HW s'avance vers son trône, sa prestance exigeant l'attention absolue de tout ce présent dans la pièce. Il rejette l'idée de la mort sans preuve, refusant de croire que Muyong est mort tant qu'il n'aura pas vu un cadavre. Il s'arrête et regarde le garde terrifié de haut,
ses yeux cyan reflétant une intelligence froide et calculatrice. HW ordonne de balancer une prime énorme et un avis de recherche dans tout le Jianghu pour traquer Muyong jusqu'aux confins de la Terre. Les restes en lambeaux des vieux vêtements de Muyong gisent sur le sol rocailleux, symbole du gamin qu'il était. Muyong passe une main sur ses cheveux fraîchement coupés. La sensation est étrange mais libératrice. Torse nu au milieu des pierres dentelées, son corps a l'air plus fin et plus tracé que jamais. Dans son palais, HW observe la scène avec une indifférence glaciale, déclarant que Muyong n'échappera jamais à la punition divine de la famille impériale. Ignorant la tempête qui se prépare contre lui, Muyong regarde droit devant lui avec des yeux vifs et concentrés, prêt à affronter la prochaine épreuve, quelle qu'elle soit. Muyong abandonne ses vieux vêtements en lambeaux sur la terre battue. Il passe une main sur ses cheveux fraîchement coupés, sentant le changement. L'air bien plus sec et affûté, il se tient prêt pour la suite. De retour au clan, le représentant du clan Wang fait bien comprendre qu'il n'échappera pas à leur punition. Les yeux de Muyong sont fixés sur l'objectif, il ne regarde plus en arrière vers son ancienne vie. Le soleil commence à pointer le bout de son nez au-dessus des pics rocailleux de la montagne alors qu'un nouveau jour se lève. Le maître le jauge du regard et demande comment lui va son nouvel équipement. Muyong est équipé de la tête aux pieds maintenant, même si cet énorme panier sur son dos a l'air bien lourd. Le maître est juste content que le dernier ensemble de rechange qu'il avait taille bien au gamin. Il lève une main, prêt à ouvrir la voie pour leur départ. D'une simple frappe sur le sol, une onde d'énergie jaillit de sa paume. Une impulsion rouge balaie la forêt, faisant trembler l'air lui-même. Le maître pointe l'horizon du doigt, lui disant que c'est là-bas qu'ils vont. Muyong entame la marche, portant littéralement une montagne de parchemins et de provisions. Le sentier devient raide et caillouteux, alors qu'il monte de plus en plus haut dans les montagnes embrumées. Muyong regarde les nuages dans le ciel, se disant que marcher comme ça va être une vraie torture. Et exactement comme il avait dit, peu de temps après, son maître se laisse tomber sur un rocher et commence à se plaindre d'être fatigué. Le maître se marre et blague sur le fait qu'ils auraient vraiment dû prendre une calèche. Muyong regarde par terre, reprenant vraiment espoir à l'évocation d'une calèche. Mais c'est là que le maître fait son coup en douce. Au lieu d'une calèche, le maître se fait juste porter sur le dos de Muyong tout en buvant un coup. Il commence à se plaindre que Muyong n'est qu'un vieux tas de ferraille cassé. Muyong capte que son mentor voulait juste un putain de siège confortable pour la randonnée. Il se prend un coup de gourde sur le crâne pour avoir osé répondre, alors qu'il manque de basculer dans le vide. Le maître lui hurle de commencer à se forger un peu d'endurance digne de ce nom. Il dit au gamin de la fermer et de continuer à avancer alors qu'ils atteignent le bord de la falaise. Muyong finit par s'étaler la face la première directe dans la terre. Le maître soupire et décide qu'ils vont faire une petite pause vu qu'il est tellement lent. Il s'affale par terre, demandant au gamin quand est-ce qu'ils pensent qu'ils seront prêts à repartir. Muyong ne prend même pas la peine de se reposer. Il commence à fouiller dans ses affaires. La vue de tout à l'heure lui a donné une idée pour une technique qu'il a besoin de consigner. Le maître est sincèrement sur le cul de voir que le gamin pense à l'art alors qu'il est crevé à ce point. Il se marre, disant à Muyong qu'il est définitivement né avec le tempérament qu'il faut pour ça. Le gamin s'y met direct, griffonnant sur un parchemin. Soudain, le maître bondit en avant et lui attrape le bras. Il se plante à 2 centimètres de son visage et lui demande ce qu'il ferait si un ennemi s'approchait aussi près. Il enchaîne avec une rafale de coups, prenant Muyong complètement au dépourvu. Un mouvement rapide et le pinceau est envoyé valser dans les airs. Le maître se tient au-dessus de lui et lui demande quelle est la partie la plus importante d'une bataille. Muyong commence à balancer des hypothèses, pensant que c'est l'énergie interne ou un mouvement secret. Le maître ne lâche pas un mot, il se propulse juste dans un tourbillon de mouvements. Il lui sort un jeu de jambes de dingue, dansant sur le sol de la forêt. Le maître présente à son élève le pas du porteur de pinceau. Ce sont des mouvements ultra fluides faits pour qu'un artiste martial puisse utiliser ses techniques de pinceau sans gaspiller le moindre effort. Il lui explique qu'un combat au pinceau, ce n'est pas seulement balancer tout ce que tu as comme technique, c'est aussi bloquer les mouvements de ton adversaire tout en défendant tes propres miches. Le maître prévient que si ton pinceau est neutralisé ou qu'on te le pique, toutes tes techniques de fou ne te serviront à rien. Tu vas juste crever. Muyong s'étale face contre terre pendant que son mentor se marre, enfonçant bien le clou de la leçon. Le gamin réalise à quel point cette compétence est vitale et se remet sur ses pieds. Le maître lui dit d'imaginer qu'il est en position et prêt à balancer une technique. Muyong essaie de suivre, mais sa position est raide et malaisante. Le maître le corrige, lui disant de reculer davantage sa jambe droite. Alors que la nuit tombe, le duo continue son périple le long du sentier forestier. Les jambes de Muyong tremblent de façon incontrôlable à force de servir de mule pour porter son maître tout le long. Malgré la fatigue, il jure qu'il pète la forme quand le maître lui propose d'abandonner. Le maître lui dit de commencer à chercher un coin pour monter le camp, et Muyong est trop soulagé qu'il se pose enfin. Un archer planqué dans les buissons les observe, visiblement pas décidé à les laisser se reposer. Le maître sent un truc louche et dit à Muyong qu'ils doivent en fait avancer encore un peu. Soudain, une flèche siffle dans l'air, prenant le gamin complètement par surprise. Un groupe de bandits sort des ombres, et le maître lâche avec sarcasme que les cieux les ont bénis. Le chef des bandits exige qu'ils crachent tout ce qu'ils ont et qu'ils dégagent. Muyong pige direct qu'ils se font tendre une embuscade. Le maître les identifie comme les loups des montagnes, et dit à son disciple de ne pas s'étonner. Il s'adosse contre un rocher, décidant que ces gars feront de parfaits partenaires d'entraînement. Le maître prend une gorgée et ordonne à Muyong de tous les fumer. Muyong dégaine son pinceau,
prêt à mettre son entraînement en pratique. Les bandits foncent dans le tas, fous de rage d'être pris pour de vulgaires mannequins d'entraînement. Mui-Yong balance la lance de la branche de bois, les prenant au dépourvu. La voix du maître résonne dans sa tête, lui rappelant que les combattants sans pinceau feront tout pour lui voler le sien. Le maître lui explique que le but du pas du porteur de pinceau est super simple. Il s'agit de dévier une attaque tout en créant l'espace pour balancer sa propre technique. Mui-Yong utilise son jeu de jambes pour rester mobile, se gardant juste hors de portée. L'un des bandits se jette sur lui, mais le gamin est déjà en mouvement. Il esquive un coup de couteau sans forcer, gardant toute son attention sur le combat. D'un autre coup de pinceau rapide, il utilisait l'étreinte de la branche de bois pour emmêler son adversaire dans l'encre. Le maître observe, silencieusement impressionné par la vitesse à laquelle Mui-Yong apprend. Mais il ne lui jette aucune fleur, hurlant que le gamin est encore beaucoup trop mou. Un guerrier de haut niveau observe la petite baston depuis une falaise toute proche. Un des bandits charge à nouveau, hurlant des insultes. Mui-Yong le cueille en pleine gorge avec une frappe d'encre bien placée. Le gamin regarde vers son mentor, pressé de savoir s'il a géré. Le maître lâche juste un petit rire méprisant, lui disant de ne pas prendre le melon pour avoir étalé des moins que rien. Soudain, le visage du maître change du tout au tout alors qu'il avertit qu'un truc bien plus dangereux approche d'en haut. Une force colossale s'abat, prenant Mui-Yong dans l'onde de choc. Se découpant devant une immense pleine lune, une silhouette tenant une arme longue bondit depuis les hautes falaises. Jong-Uke, un grand guerrier drapé dans une cape rouge sombre, atterrit avec un impact de tonnerre qui envoie de la poussière et des débris volés vers Mui-Yong et son maître. Alors que la poussière retombe, Jong-Uke se dresse de toute sa hauteur et leur demande s'ils se dirigent vers le pavillon Manchon. Mui-Yong confirme ouvertement leur destination, bien que son maître l'avertisse qu'il ne devrait pas être aussi honnête avec un parfait inconnu. Jong-Uke lance un ultimatum glacial, leur disant de faire demi-tour sur le champ tant qu'ils sont encore en un seul morceau. Mui-Yong ne se démonte pas et exige de savoir en quoi la direction qu'ils prennent le regarde. Le garçon insiste sur le fait qu'ils doivent continuer pour trouver des informations sur un registre, ignorant la tentative du maître de le faire taire. Insensible à leur raison, Jong-Uke déclare qu'ils n'atteindront jamais le pavillon et dégaine sa grande lance à pointe de pinceau. Dans un éclair de lumière et de débris tourbillonnants, Jong-Uke déclenche une technique dévastatrice qui remplit l'air de feuilles d'automne tranchantes comme de l'encre. Le maître est visiblement sous le choc, ressentant l'énergie colossale derrière l'attaque de l'inconnu. Mui-Yong est tout aussi sur le cul, reconnaissant instantanément la forme caractéristique de la technique de pinceau utilisée contre eux. Le mouvement est l'entaille du vortex de vent, une compétence légendaire connue pour déchiqueter tout ce qui se trouve sur son passage avec une énergie en forme de feuille. Mui-Yong se souvient du nom de l'époque où il étudiait dans l'immense bibliothèque du clan Wang. Il est paumé, se demandant pourquoi un membre de la faction hétérodoxe utilise une technique d'une académie de peintres orthodoxes. Jong-Uke pète un câble et dit au garçon de surveiller ses paroles avant de tirer des conclusions hâtives. Il affirme que l'entaille du vortex de vent est en fait le secret ancestral de son propre clan Hongbo-Seon, et non celui de la faction orthodoxe. D'après lui, la faction orthodoxe a volé le manuel des années plus tôt et trompe le monde entier en s'en attribuant le mérite. Fou de rage qu'on ait touché une corde sensible, Jong-Uke charge en avant, jurant qu'aucun d'eux ne sortira d'ici vivant. Juste au moment où le combat est sur le point de devenir mortel, le maître saute au milieu du choc, leur hurlant d'attendre. Le maître atterrit et s'adresse à l'inconnu, lui demandant ce qu'il fout là au lieu de rester au pavillon Manchon. Le maître appelle le gars par son nom, confirmant qu'il sait exactement qui est ce puissant guerrier, Jong-Uke.